Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live Doc Finance. Donc merci à Victor, Cécile d'être là ce soir. Nous avons également Mélissa qui vient de nous rejoindre. Bonjour Mélissa. Bonjour à tous. Et bienvenue à ce live. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler toujours de l'audit, hein, mais cette fois-ci, on va plutôt se concentrer sur les cabinets d'audit. Le sujet, c'est les cabinets d'audit. Est-ce que c'est un troisième cycle de formation? Est-ce que ça doit l'être? Est-ce que ça peut l'être? Donc on aura l'occasion de répondre à cette question. Également de faire un tour, je pense, d'horizon global sur les carrières dans les cabinets d'audit qu'on peut trouver, donc les grands notamment. Donc un petit mot tout de même sur Doc Finance pour introduire ce live encore une fois. Donc Doc Finance, c'est une communauté, donc c'est la première communauté financière en France. On est présent également au Luxembourg, on a 700 000 membres. Vous pouvez réseauter, vous pouvez retrouver des actualités spécialisées, des offres de stage, d'alternance, d'emploi, les entreprises de la finance, les formations évidemment, et puis des événements également spécialisés. Pour pouvoir donc réaliser ce live, j'ai le plaisir de pouvoir compter sur trois intervenants. Donc Mélissa Habert, donc manager audit chez Mazars. Victor Emmanuel Paul, président de l'association ICSBG Alumni et donc du coup chez Grant Thornton en tant que manager audit, il me semble. Cécile Lacolle pour terminer, senior manager audit chez Grant Thornton. Bonjour à vous trois, merci encore d'être là pour ce live. Le but, donc je le rappelle, au niveau de ces lives, c'est de pouvoir répondre aux questions des personnes qui sont connectées. Donc petit message à ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent en tant que commentaires. On y répondra au fur et à mesure avec plaisir. Donc pour commencer, je vais tout simplement vous demander de vous présenter en quelques mots. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par Mélissa. Donc, bonjour à tous. Donc moi je suis Mélissa Habert, je suis manager en audit financier chez Mazars depuis maintenant 5 ans. Donc je suis sectorisée en service et j'interviens sur des dossiers divers comme Peugeot, Carrefour ou Guerlain. Voilà, et je suis ravie de participer à ce live aujourd'hui et je laisse la parole à Victor et Cécile pour qu'ils se présentent. Ouais, c'est parti. Donc Victor Paul. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis ici, en fait, j'interviens ici en tant que président de l'association des anciens de mon école. Donc j'y reviendrai juste après, mais au niveau de mon parcours, j'ai fait le DCG et le DSCG à l'ICSBG. Donc j'y suis rentré il y a une dizaine d'années sur le campus parisien et j'ai intégré mon premier employeur en CDI, donc Grant Thornton, chez lequel j'ai évolué. Donc maintenant, je suis manager audit. J'ai un portefeuille de clients assez varié dans le secteur audiovisuel, pétrolier, service à la personne, et j'ai également été diplômé spécialiste comptable l'année dernière. Donc, pour parler rapidement de l'association des anciens, c'est déjà un moyen très utile pour moi en fait de permettre de garder le lien qui unit l'étudiant en fait à ses futurs employeurs. Donc, ça passe par pas mal de choses, pas mal de petits trucs qu'on peut faire. Donc, il y a évidemment la mise à jour de l'annuaire des anciens, trombinoscope, etc. Il y a des éléments qui sont un petit peu, pour l'instant, bien évidemment, en suspens compte tenu du contexte sanitaire, comme les épreuves sportives, voyages culturels, pédagogiques. Et puis, évidemment, il y a tout un rayon partenariat. Donc, c'est quelque chose qui est très concret. Donc, pour vous citer, par exemple, quelque chose qui rejoint cet aspect-là, le dernier partenariat signé, il a été avec un réseau d'experts comptables dans le secteur d'Orléans, en fait, qui vient d'ouvrir son premier CFA d'entreprise. Et en fait, ils font appel à l'école pour intégrer en fait leurs futurs apprentis en DSCG dans un contexte d'évolution. Donc, c'est très formateur. C'est gagnant-gagnant pour le cabinet, mais aussi pour l'étudiant. Donc, voilà un petit peu l'intérêt de la chose. Et tout comme Mélissa et Cécile, je suis très content aujourd'hui de participer à ce live avec vous. Et si on peut vous aider à répondre à des interrogations que vous avez, c'est avec grand plaisir et franchement, n'hésitez pas. Merci beaucoup Victor, effectivement très important les associations d'alumni et quand on a la chance d'en avoir qui sont bien tenues, comme ça a l'air d'être le cas à l'ICSBG, il ne faut pas hésiter. On essaye. Cécile, pour conclure cette présentation.
Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Cécile, je suis senior manager au sein du département audit de Grande Thornton. J'ai rejoint le cabinet il y a maintenant 9 ans, à l'issue de mon cursus universitaire. Et à côté de ça, au cours des premières années, j'ai passé mon diplôme d'expert comptable. Au fil des années, je me suis sectorisée dans l'industrie du luxe et des cosmétiques. J'ai la chance d'auditer certains clients type Hermès, Clarins ou Filorga. Et puis, à côté de ça, je consacre aussi du temps à la formation des collaborateurs, des expérimentés ou moins expérimentés. J'ai beaucoup de plaisir à intervenir sur des formations. Merci Cécile. Eh bien, donc, on commence à avoir un petit peu de monde sur ce live. En attendant les questions, est-ce qu'on peut peut-être répondre déjà, ouvrir le débat sur le sujet du live, à savoir, est-ce que vous pensez que finalement un cabinet d'audit peut ou doit être un troisième cycle de formation finalement, et je pense que vous aurez certainement des avis divergents. Étant donné que vous n'êtes pas non plus dans les mêmes entreprises, bon, à part Victor et Cécile, mais du coup, j'aimerais bien avoir un petit peu votre point de vue là-dessus. Mélissa, est-ce que vous voulez un petit peu parler de ce sujet? Oui, tout à fait. Du coup, si on introduit le sujet, je dirais que pour la position de Mazars, en fait, Mazars a pour ambition d'être une post-graduate business school. Donc, c'est d'abord en attirant des talents divers, diplômés, donc ingénieurs, écoles de commerce, universités, et également en proposant pour ces 91 bureaux de voir finalement la communauté comme des campus pour apprendre, pour se former, pour échanger, pour brainstormer. Donc, c'est vraiment une volonté Mazars et c'est dans ses valeurs de former les nouveaux diplômés, les nouveaux talents et de leur permettre d'avoir d'abord une formation technique et exigeante liée aux contraintes du métier d'auditeur, mais également des formations soft skills pour continuer de se développer, de s'épanouir et finalement avoir des profils de plus en plus riches et qui pourront vraiment sortir, par exemple, de chez Mazars avec un profil en fait, finalement riche en compétences. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la position Mazars et c'est vraiment une ambition. Donc, il y a plusieurs leviers sur lesquels on pourra revenir qui sont proposés par Mazars. D'abord aux nouveaux candidats finalement qui rentrent chez Mazars suite à leurs écoles ou tout au long du parcours finalement du Mazarien. Merci Mélissa. Donc plutôt plutôt d'accord sur le fait que on peut considérer un cabinet d'audit en partie, en tout cas, comme un troisième cycle de formation, si je comprends bien. Oui. Victor, Cécile. Oui, Victor. Je rejoins Mélissa sur le point formation, évidemment, parce que au-delà du fait qu'on acquiert de l'expérience, du contact client, tout ça, on apprend énormément. Moi, c'est mon cas, hein, j'ai beaucoup appris et j'apprends encore, que ce soit du côté technique, bien évidemment, parce que on évolue quand même dans un métier qui est, au-delà d'être réglementé, qui évolue assez fréquemment, voire tout le temps. Aspect également sur la partie management, parce qu'on est dans un système où les cabinets d'audit, finalement, ils font pousser vraiment les juniors, les chefs de mission, c'est du gagnant-gagnant. Et si on arrive à être épanoui, à bien s'en sortir, tout ça, forcément, on évolue et on acquiert des capacités managériales qui sont plus qu'intéressantes. Et en dernier point, on arrive aussi également à un certain niveau à développer quelques capacités au niveau du développement commercial. Donc, cette triple compétence qu'on acquiert, bien évidemment, à différentes strates et à différents niveaux, elle est super intéressante à ce niveau-là. Et c'est en ce sens que je rejoins évidemment cet argument sur le fait que le cabinet d'audit, en général, c'est un moyen très, très formateur d'apprendre et d'évoluer et de continuer sur un métier très intéressant. Merci Victor. Ouais. Peut-être pour préciser. C'est vrai qu'on a tendance à dire que l'audit est un troisième cycle de formation parce que c'est vrai que ça peut être considéré comme le point de passage post-études avant de rejoindre le monde de l'entreprise. On sait qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui nous rejoignent pour 3 ans, 4 ans.
parce qu'il est vrai qu'on acquiert pendant ces années-là de fortes connaissances sur des domaines vraiment très variés. C'est aussi pendant ces années-là que certains collaborateurs finalisent et passent le diplôme d'expertise comptable. Donc, c'est vrai que en soi, c'est vraiment un troisième type de formation, mais au-delà de ça, je pense qu'au sein d'un cabinet d'audit, on est sur une courbe d'apprentissage voilà, qui est exponentielle et effectivement, du fait d'un milieu très bougeant, enfin, avec et très évoluant, on est constamment dans une recherche de formation. Donc, il est vrai qu'il y a ce point de passage, on va dire, qui est assez révélateur. C'est vrai que beaucoup de collaborateurs viennent pour 3-4 ans. Mais voilà, au-delà de ça, c'est aussi une courbe d'apprentissage plus longue pour certains autres collaborateurs. Mélissa, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, pour préciser, je dirais même qu'au-delà de l'ambition de l'entreprise, c'est vraiment un devoir, je dirais, du cabinet d'audit d'accompagner au mieux les collaborateurs. On sait que voilà, l'audit est un milieu quand même professionnel très exigeant, avec, comme l'a dit Cécile, un passage de grade et une courbe qui va très vite. Et c'est vrai que du coup, le collaborateur va avoir la possibilité à la fois d'apprendre sur le terrain vis-à-vis de ses équipes et des missions, mais il va être également accompagné par le cabinet de manière théorique sur des formations, sur finalement le contenu de son métier et de ce qu'il attend pour les années à venir. Donc c'est très important finalement d'avoir un soutien de l'entreprise tout au long de l'évolution du collaborateur. Et ce que Mazars peut-être précise et souhaite, c'est pas de faire des clones, c'est-à-dire finalement de former les collaborateurs certes, mais de vraiment s'adapter aux collaborateurs, à ses besoins et à ses volontés, et de personnaliser le plus possible le parcours de formation, donc en proposant finalement un panel dans tous les pays et pour tous les collaborateurs qui le souhaitent, des formations à la fois obligatoires et des formations accessibles à tous, donc de soft skills comme je disais, ou peut-être aussi des formations certifiantes, des métiers de demain, comme par exemple la data science ou des choses comme ça, qui ne seraient pas forcément accessibles dans un cursus classique d'auditeur, mais qui finalement vont venir enrichir le talent et permettre d'avoir un auditeur 2.0. Bon, bah merci. En tout cas, vous avez l'air d'être à peu près d'accord sur le sujet, donc parfait. On va commencer donc les questions. On va commencer par une question de Paola. Est-ce que vous connaissez, alors voilà, vous faites partie quand même de grandes maisons, hein, on va pas se le cacher. Sa question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre l'audit dans un petit cabinet ou un Big Four? Est-ce que parmi vous trois, il y a une ou plusieurs personnes qui auraient la réponse justement sur le sujet? Ouais, alors moi je peux peut-être prendre la parole parce que j'ai effectivement alors bon ça fait 6 ans maintenant que je suis chez Grant Thornton, mais j'ai eu l'occasion de faire des stages à plusieurs reprises dans des plus petites structures, voire des structures avec une seule personne. Donc j'ai pu voir un panel assez large de typologies d'entreprises qui proposent tous ces métiers-là qui sont attraits à l'audit. Pour être assez concret, un cabinet de plus petite taille, forcément la hiérarchie va être diminuée. On aura peut-être un peu plus de proximité avec les associés directement, les personnes stratégiques. Donc là-dessus, il y a peut-être plus de chances d'apprendre des sujets peut-être un peu plus stratégiques, je dirais. Après, de l'autre côté, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas dans une plus grande structure. C'est-à-dire qu'on l'a aussi, mais sur peut-être un tempo un peu plus long. Mais voilà, il y a des avantages, des inconvénients. La partie formation qu'on peut trouver dans une structure plus importante, on l'a aussi dans une structure un peu moindre. Mais peut-être que voilà, la formation, elle est peut-être un peu plus priorisée dans une grande structure. Donc il y a des plus, il y a des moins. Je ne sais pas si Cécile, Mélissa veulent ajouter certains aspects. Oui, alors pour être au contact finalement assez quotidiennement avec des collaborateurs de Big Four, c'est vrai que ce qui peut nous caractériser chez Grant Thornton, c'est un mot un peu à la mode, mais c'est l'agilité.
On a une certaine fluidité dans la communication, une certaine proximité avec les associés. Les choses vont assez vite. Et aussi, les passerelles sont peut-être plus rapides aussi d'un métier à l'autre. C'est quelque chose aussi qui me semble être plus facile dans un cabinet de notre taille comme Grant Thornton. Et peut-être une précision, c'est vrai que si on prend de la hauteur, finalement le métier d'auditeur et les normes qui nous régissent vont pas changer d'un cabinet à l'autre. Bien sûr, le métier d'auditeur et la finalité seront les mêmes. Et après, pour rejoindre Cécile et Victor, c'est vrai que ce sera par rapport aux valeurs peut-être du cabinet et des opportunités en interne, en fonction des différents métiers proposés ou en fonction des différents dossiers sur lesquels le collaborateur pourra intervenir. Et c'est là vraiment que se fera la différence sur le métier au quotidien du collaborateur. Très bien, merci. Merci pour les réponses. On va passer à une autre question de Tijani. Donc, bonsoir Tijani. Est-il possible d'intégrer le monde de l'audit, après un master d'économie d'Assas? Alors, je ne sais pas si vous êtes au fait de ça, car c'est extrêmement formateur. Je considère ce début de carrière comme une suite universitaire, dit-il. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu le master d'économie d'Assas ou plutôt généralement un master universitaire finalement? Alors, pour la part de Mazars, je dirais qu'il n'y a pas de clone, il n'y a pas de candidat. Nous, vraiment, on reçoit l'ensemble des candidatures et on les exploite de la même manière. En fait, on va tester différentes choses. On va tester les compétences du collaborateur, les savoir-être également, et le fit finalement avec les valeurs Mazars et le métier d'auditeur. Donc, a priori, je dirais qu'il n'y a pas de blocage pour ce master spécifiquement. Il faudra voir vraiment le contenu du master et également les compétences et les affinités du collaborateur vis-à-vis du métier d'auditeur. Mais a priori, pas de blocage. Justement, on essaye de recruter une diversité de profils pour enrichir à la fois les collaborateurs chez Mazars, les échanges et finalement l'approche qu'on va avoir vis-à-vis de l'audit va être différente et va être d'autant plus riche. Donc voilà, pas de blocage, justement diversité de profils encouragés et souhaités chez Mazars. Ouvert sur les profils universitaires, profil école de commerce, profil école d'ingénieur. Exactement. Donc les profils universitaires ont leur chance dans le milieu de l'audit externe en tout cas. Oui, tout à fait, d'autant plus que le profil formation, université, école compte. Maintenant, il n'y a vraiment pas que ça, il y a énormément l'aspect motivation qui compte, l'aspect communication, parce l'audit, c'est quand même un métier où on est amené à avoir comme interlocuteur des personnes assez stratégiques, que ce soit nos supérieurs ou même des clients. Donc, la communication, un bon communicant, il a d'autant plus de chances d'intégrer nos métiers s'il a fait tel ou tel master ou telle université. Donc, il n'y a pas que ça. Et ça englobe un tout. Donc, évidemment, il y a pas mal de facteurs qui sont analysés, mais il n'y a pas que ça. Donc, voilà. Très bien. Cécile, vous voulez rajouter quelque chose? Je rejoins tous ces propos parce que je suis la preuve vivante puisque je viens d'une formation universitaire, donc il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Justement, la richesse vient de la diversité des profils et voilà, au-delà des compétences techniques, il y a aussi toutes les compétences savoir-être qui entrent en jeu et qui sont très importantes aussi. Il y a toutes les qualités relationnelles qui entrent en jeu et c'est très important. Donc, pas du tout de barrière pour le master économique. J'ai une autre question, donc cette fois-ci d'Orlan. Bonjour Orlan, les missions sont-elles vraiment de qualité quand on sait que les managers ne vérifient pas tous les travaux puisque si un collaborateur se trompe dans ses travaux et que les autres ne le constatent pas, c'est comme validé. Alors, on a perdu Mélissa qui revient à l'instant, voilà. Oui. Mais ça, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Oui, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui voudrait répondre à Orlan? Est-ce que les missions sont vraiment de qualité? Je suppose que oui, quand même. Oui, elles sont de qualité et je pense que le retour client est très bon à ce niveau-là. Donc,
bon, c'est peut-être une mauvaise expérience, mais effectivement, je peux dire, justement, cette courbe d'expérience et d'apprentissage fait qu'à partir d'un certain grade, et finalement, assez rapidement, on prend des responsabilités de management et de supervision. Donc, la délégation de travaux passe également par une supervision. Et toujours dans des délais, on essaye, vraiment, c'est notre leitmotiv de faire des supervisions rapides, des feedbacks constructifs pour faire évoluer les collaborateurs. On est toujours effectivement dans cette idée de faire progresser le collaborateur. Chaque mission doit être quelque chose de formateur pour chaque collaborateur. Donc ça me semble être une mauvaise expérience et j'encourage pour ceux qui ont ce genre d'expérience de vraiment prendre les devants et de même de demander des retours si c'était pas le cas, mais c'est notre devoir, notre fonction de manager de superviser et de vous faire progresser en tout cas. Donc et je dirais aussi que pardon, vas-y Victor. Ouais, non, mais sinon on peut se passer le tour, mais je voulais juste dire qu'effectivement en fait on parlait tout à l'heure des feedbacks. Dire que ça ne va pas, c'est aussi bien et aussi constructif que dire tout va bien. Parce que moi j'ai eu le cas chez Grant Thornton quand j'ai débuté, même aujourd'hui, il y a des éléments, on n'est pas, nous on est comme vous, on est apprenant, on n'est pas censé tout savoir, on apprend tous les jours, donc on est passé par là aussi et on passe toujours par là. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas et c'est pas grave, on apprend et puis quand ça va pas, on nous le dit et nous, on est censé le dire à ceux à qui on supervise finalement. Et c'est un peu un échange constructif qui est basé là-dessus. Après, évidemment, faut pas, parfois, faut aussi mettre un petit peu son ego de côté, puis se dire voilà, c'est pas grave. On a zappé ce truc-là. L'idée, c'est de bien intégrer l'information et puis de pas reproduire l'erreur parce que l'erreur est humaine et ça arrive à tout le monde. Donc l'idée, c'est de ne pas faire de faute, mais c'est d'en faire une et de ne pas la reproduire après. Donc, encore une fois, chacun est humain et l'idée, c'est pas de détruire telle ou telle personne, c'est vraiment un esprit constructif. Oui, tout à fait. Je dirais que, en fait, finalement, dans une mission d'audit, tout le monde est responsable et la structure d'équipe est faite de sorte que chaque collaborateur soit accompagné. Je pense par exemple au collaborateur junior, il sera accompagné par un management de proximité, alors par un junior plus expérimenté ou un senior qui va directement revoir ses travaux et comme le disait très justement Cécile, va certainement déléguer puisque ça fait partie de sa fiche de poste, mais va également revoir. Ça fait partie des formations aussi qui sont à proposer par le cabinet puisque déléguer et revoir ce n'est pas forcément facile pour tout le monde et ça prend beaucoup de temps. Donc ça voilà, c'est une formation nécessaire. Et sur le feedback, en effet, je rebondis sur ce que tu as dit, Victor. Le feedback, c'est nécessaire et il faut voir ça comme quelque chose de constructif. Je sais que chez Mazars, on essaye, et c'est vraiment une volonté de faire un feedback permanent, d'essayer d'encourager les collaborateurs à faire du feedback positif ou négatif, mais en tout cas constructif. Et également du feedback 360, donc c'est-à-dire permettre aux plus juniors de donner un feedback à leurs équipes au-dessus, donc finalement à la structure hiérarchique de l'équipe, pour que finalement le manager qui est un petit peu loin du terrain puisse également avoir des retours d'en dessous et ajuster en tout cas son management pour faire avancer son équipe. Donc c'est vraiment important et c'est vraiment le rôle de chacun de faire du feedback et d'évoluer dans cet environnement. Merci. Alors, j'enchaîne sur une question qui, justement, Mélissa, vous venez de parler de feedback. Donc, il y a Mathis, bonjour Mathis, qui demande quelles sont les fréquences, justement, des feedbacks sur les travaux. Alors, je dirais, pour rebondir juste sur ce que je viens de dire, c'est vrai que les feedbacks, alors, il y a une volonté qu'ils soient permanents. Après, il ne faut pas qu'ils viennent embêter ou nuire, finalement, à la relation professionnelle que l'on pourrait avoir ou à la mission qui serait en cours. Donc le but c'est qu'il soit à point nommé et à des moments stratégiques, mais il faut sans cesse finalement, en fait, faire un feedback, c'est apporter également aux collaborateurs la possibilité d'évoluer et peut-être de réajuster si en tout cas il part dans une mauvaise direction. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend du temps aussi. Donc c'est pour ça que la fréquence, je pense qu'il faut l'adapter en fonction de la mission et de l'équipe et des relations finalement professionnelles que l'on peut avoir avec les différents collaborateurs de son équipe. Mais c'est important et ça doit être au cœur de la mission, ça doit vraiment faire partie intégrante
de la mission d'audit. Et au niveau de la fréquence, pour répondre à la question, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit systématique pour justement, ça peut être très nuisible de ne pas dire des choses qui peut-être ne doivent être dites. Non, il faut vraiment que, et encore une fois, la communication, c'est la clé centrale du sujet. C'est que quand il y a pas de communication ou quand la communication elle est partielle, forcément, ça va pas. Donc, quand il y a une bonne communication, à la fois sur des faits qui sont bien, d'autres moins bien, et ça peut que ne faire progresser, même pas la personne, mais l'ensemble de l'équipe. Donc, oui, les feedbacks, c'est systématique et l'idée, c'est qu'il faut que ce soit le cas tout le temps, à chaque mission. Merci. Donc, Mathis repose une autre question qui est si intéressante, je pense. Est-ce que les jeunes collaborateurs sont encouragés et accompagnés dans l'obtention du diplôme d'expert comptable? Cécile, peut-être un avis là-dessus? Oui, comme je disais en introduction, je suis diplômée et j'ai été diplômée dans les 4 premières années de mon expérience chez Grant Thornton. Donc, très rapidement, en fait, dès lors que j'ai eu la volonté de poursuivre et d'aller vers le diplôme, j'ai été accompagnée, de fait, parce qu'il fallait un maître de stage au sein du cabinet, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui nous accompagne, avec lequel on peut faire des points réguliers, sur lesquels on peut échanger sur justement des thématiques de rapports semestriels, d'aller même justement le questionner sur l'accompagnement pour le mémoire. Donc, c'est au-delà d'un simple maître de stage qui vient signer des obligations. C'est quelqu'un qui nous accompagne au quotidien. Et c'est là aussi la proximité que je donnais tout à l'heure avec les associés. C'est vrai qu'elle est facilitée aussi à ce niveau-là, dans ce cursus-là. Vraiment, je suis ravie du suivi que j'ai pu avoir et de l'accompagnement que j'ai pu avoir qui m'a vraiment permis d'obtenir le diplôme très rapidement. Donc oui, les cabinets encouragent et facilitent l'obtention du diplôme sans hésitation. Cécile, je te rejoins, je rajoute juste un petit mot, Sébastien, si on a 2 minutes. Bien sûr. Moi, j'ai l'exemple un peu comme Cécile, mais beaucoup plus récemment, parce que j'ai eu le diplôme l'année dernière. Mais pour un exemple concret, j'ai rédigé mon mémoire et en plein mois de juillet, un de mes associés, il a relu 170 pages et en une semaine, il m'a fait un commentaire sur l'ensemble de mes parties. Et puis il était loin d'être obligé de le faire et moi, je n'attendais pas une réponse de sa part forcément précise. Mais bon, au-delà de ça, c'est quelque chose qu'il a fait et faut être aussi reconnaissant vis-à-vis de ça parce que pour répondre à la question alors je sais plus qui c'est qui posait la question. C'était Mathis. De Mathis, oui, c'est forcément une preuve d'encouragement de l'accompagnement, je vais dire légitime dans l'obtention du diplôme d'expert comptable parce que encore une fois, c'est aussi gagnant-gagnant. Hein, c'est quelque chose qui est indispensable et qui est fait et qui doit être fait en tout cas. Merci beaucoup. On a une question de Samson. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Est-ce que les juniors dans vos cabinets respectifs sont directement spécialisés dans certains secteurs comme c'est le cas dans d'autres grands cabinets? Alors, est-ce que c'est le cas? Alors, chez Mazars, on prône la non-sectorisation pour les juniors et ce pendant les 3 premières années, en fait, jusqu'à on va dire, le passage senior expérimenté. En fait, on est persuadé que justement la pluralité et la multiplicité des dossiers va permettre aux collaborateurs déjà d'expérimenter, puisque c'est vrai que quand on sort d'école, même... Ah, Mélissa, je crois qu'on vous a perdu. Avec une de ses yeux. Ah non, ça revient, c'est bon. Ouais, c'est bon. Super. Du coup, oui, je disais, donc quand on sort d'école, on manque d'expérience, on manque d'exemples aussi du monde professionnel. Et donc, la non-sectorisation va vraiment permettre d'aller toucher, d'aller rencontrer des mondes différents, des problématiques différentes. Et donc, du coup, de s'enrichir et d'apprendre davantage. Et finalement, on estime qu'à partir de 3 ans, on est capable de faire un choix de secteur pour aller plus loin dans les sujets et pour vraiment accéder à une spécialisation qui pourrait être d'ailleurs revendue ensuite sur le marché chez Mazars ou après chez Mazars. Donc, c'est vraiment dans les valeurs de Mazars de proposer cette multiplicité
de dossiers et de non sectoriser les juniors. Et chez Grant Thornton, du coup? Eh bien, c'est la même chose. Il n'y a pas de sectorisation. Et c'est d'ailleurs un des points importants, un point fort qui remonte des campagnes de recrutement que l'on fait, que je participe d'ailleurs. Hein. Donc, il n'y a pas de sectorisation. Mais de fait, c'est vrai, au bout de 3-4 ans, il y a quand même, pareil, je suis dans ce cas-là puisque je me suis sectorisée au fil de l'eau, mais il y a une appétence pour certains secteurs, donc ça devient peut-être plus pertinent après de se sectoriser, mais au départ, effectivement, on est sur une non-sectorisation. J'ai travaillé sur vraiment plein de secteurs, SS2I, luxe cosmétique, logement social, vraiment plein de secteurs qui font que c'est là aussi où on apprend beaucoup de choses et on est face à des interlocuteurs de différents domaines. Et c'est là aussi la richesse de la non-sectorisation que l'on prône. Une question de Mouad. Les nouvelles compétences émergentes en audit, point d'interrogation. Donc, je crois que c'est Mélissa qui avait parlé un petit peu de data science, d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est sur ce genre de choses finalement? Oui, en tout cas, on parle d'audit augmenté, on parle de l'audit du futur. On estime que très rapidement, finalement, le métier évolue chaque jour. Voilà, il a nécessité d'évoluer avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles normes également. Et donc, du coup, on va finalement aboutir à des profils et des talents qui seront qui ont été recrutés comme des auditeurs financiers, mais qui auront finalement une pluralité de compétences et qui pourront répondre aux différents besoins à point nommé. Donc, par exemple, alors ça peut être associé à un auditeur IT avec un auditeur financier, c'est-à-dire qu'à court terme, finalement, on n'aura plus deux profils différents, mais finalement un profil qui saura finalement auditer à la fois la partie financière et la partie liée au système d'information. Ça, on y vient et on y est en fait presque déjà. Et c'est aussi proposer aux collaborateurs la possibilité d'enrichir leur profil avec des formations certifiantes. Alors, j'ai parlé de la data science, c'est une possibilité chez Mazars, mais ça peut être aussi pour devenir coach, pour finalement coach professionnel en termes pour coacher d'autres collaborateurs qui auraient besoin sur le management, sur des points spécifiques ou des problèmes particuliers qu'ils auraient ponctuellement. Donc, on va vraiment essayer de répondre aux besoins, de répondre aux besoins des collaborateurs. Voilà. Donc, c'est vraiment une volonté, je pense, de Mazars, mais également des autres cabinets. Victor, Cécile. Je ne peux que confirmer le point de Mélissa, notamment sur la partie IT. Hein. C'est une dimension qui rentre à part entière dans notre profession maintenant. Pourquoi? Parce que l'information, avant, elle se passait oralement, après par écrit. Maintenant, c'est que de l'automatique. Donc forcément, on doit avoir cette connaissance en tant qu'auditeur et cette appréhension des systèmes d'information à ce niveau-là. Et on doit comprendre, on doit être en mesure de comprendre où va l'information et comment elle est transmise au sein de l'entreprise pour à la fin arriver à l'information financière qui est finalement, quand il s'agit de boîtes cotées, publiées au public, etc., etc. Donc en fait, tout ce cheminement-là, alors c'est bien évidemment plus ou moins complexe selon la taille, le secteur d'activité, tout ça, mais on doit être en mesure, et grâce à l'aide de nos auditeurs IT qui travaillent avec nous et on travaille ensemble, et c'est indispensable de travailler ensemble aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, avec ces deux compétences combinées, on arrive à finalement maîtriser le risque d'audit qui est quand même la finalité essentielle de notre boulot. Donc oui, une nouvelle compétence indispensable, ça c'est clair. C'est vrai, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai été amenée à coordonner justement une intervention de notre équipe data qui fait partie prenante de l'équipe d'audit financier, pour aller vers de l'analyse de données et puis essayer d'automatiser un certain nombre de contrôles. Donc vraiment, c'est aussi notre quotidien maintenant de travailler avec les technologies, l'automatisation. Voilà, on a l'impression qu'on parle de choses qui sont assez lointaines, mais finalement maintenant ça y est, c'est notre quotidien et on travaille dans cette direction-là.
Très bien, merci beaucoup. On a une autre question d'Iman. Une personne fraîchement diplômée d'un master spécialisé en audit et contrôle de gestion sans expérience sur le terrain dans le domaine, peut-elle être recrutée facilement pour le compte de Mazars ou autres grandes sociétés, donc Grant Thornton notamment, ou faut-il impérativement passer par des petits cabinets? Est-ce que c'est possible de rentrer finalement chez Mazars ou Grant Thornton directement, ou il faut passer par des petites structures avant, notamment en stage, je ne sais pas. Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de règles, pardon, Cécile. Non, vas-y, Mélissa. Il n'y a pas forcément de règles, c'est quelque chose qu'on a évoqué peut-être au début aussi de ce live. Finalement, selon le profil, voilà, ce sera vraiment au cas par cas. Alors, bien sûr, le parcours de l'étudiant va compter, mais c'est également sa motivation et les choses qu'il va réussir à transmettre pendant l'entretien, le savoir-être et toutes les compétences finalement qu'il a pu développer pendant ses études. Donc, je dirais pas que ce soit éliminatoire sur le CV. Après, ça peut être intéressant par contre pour lui, pour le candidat, d'aller voir finalement ce qui se passe dans le monde professionnel pour voilà, en savoir un peu plus et avoir une première expérience avant de se lancer dans un CDI. Finalement, le stage, c'est un essai. Ça lui permet de découvrir un milieu et le monde professionnel dans un premier temps, sans forcément s'engager sur un CDI. Donc, ce serait plus bénéfique que éliminatoire, je dirais, pour le candidat. Cécile? Pareil, non, mais il n'y a pas de voie toute tracée pour arriver à l'audit. Et encore une fois, c'est la richesse de notre métier. Pour rencontrer des candidats qui n'ont pas fait de stage en audit et qui postulent pour un CDI, c'est tout à fait possible. Et justement, la richesse de tout ce qu'ils auraient pu faire avant, des stages en entreprise, en contrôle de gestion, en contrôle interne, et ben c'est d'autres compétences, c'est des compétences qui sont importantes aussi pour un futur auditeur. Et donc, c'est absolument pas éliminatoire, comme disait Mélissa, de ne pas avoir fait de stage en audit et de postuler directement. Okay. Et peut-être une petite anecdote, c'est donc j'ai la possibilité de faire passer des entretiens de recrutement justement chez Mazars. Et c'est vrai que quelque chose que j'aime bien faire, et ça permet de faire le lien avec ce que vient de dire Cécile, c'est justement de prendre des expériences qui n'auraient peut-être a priori pas de lien avec l'audit. Alors ça peut être des expériences associatives, ça peut être des expériences humanitaires, ça peut être des loisirs, et d'essayer de creuser avec le candidat pour dire finalement quelles sont les compétences que vous avez pu développer dans ces expériences-là et qui vont directement vous servir dans votre mission d'audit. Et finalement, on trouve énormément de compétences et on voit que finalement, voilà, il y a une complémentarité et ça vient plutôt enrichir que voilà, porter problème sur l'avenir du collaborateur en audit. Victor, un avis là-dessus en plus supplémentaire? Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir ajouter quelque chose, mais non, mais il n'y a pas de souci. Tout a déjà été dit là-dessus. Moi-même, j'ai fait des stages, mais qui étaient très courts. Donc, Grant Thornton, quand ils m'ont embauché, ils auraient pu dire, bah voilà, le nombre de stages que tu as fait, il n'y en a peut-être pas assez ou c'est peut-être pas assez long. Maintenant, voilà, moi, j'ai pas fait l'université, j'ai pas fait une école de commerce à proprement dit. C'est une école un peu spécialisée DCV, DSCV. Donc, c'était aussi un profil encore un peu différent. Mais, directement spécialisé. Hein. Ouais, voilà, pour le coup. Bon, avec diverses matières, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce cursus-là à l'ICSBG. Mais au final, les cabinets d'audit donnent la chance vraiment à tout le monde. Alors, évidemment, ils ne vont pas embaucher 1 million de juniors par cabinet, évidemment, ça faut être aussi raisonnable. Maintenant, par principe, l'idée c'est de donner la chance à tout le monde quand on est dans une filière économie ou finance, quoi. Ok, merci beaucoup. J'ai une autre question de Sylvestre cette fois-ci. Alors, est-ce qu'il est possible d'effectuer une alternance chez Grant Thornton ou Mazars? Première question. Deuxième question, quelles sont les valeurs de vos cabinets? Deux questions différentes. Du coup, on va commencer peut-être par celle de l'alternance. Est-ce que vous prenez des alternants chez Grant Thornton ou Mazars? On prend des alternants et même on en prend de plus en plus parce que c'est vraiment un profil aussi qui a fait ses preuves et on est très très satisfait des apprentis. Encore une fois, il y a de la formation. On sait que ce sont des collaborateurs qu'il va falloir former, mais vraiment
le retour sur les apprentis est vraiment très bon. On en prend de plus en plus. Et on vous invite à rejoindre Grant Thornton si vous êtes dans ce cas-là, parce que vraiment, c'est voilà, un super retour. Même retour chez Mazars. On valorise aussi ces profils-là, finalement, qui ont passé 1 voire 2 ans dans l'entreprise. Alors, certes, de manière ponctuelle, mais qui ont pu suivre leur dossier. Finalement, quand ils reviennent en CDI, ils sont recrutés directement en expérimenté, en junior expérimenté. Puisque finalement, en fait, on valorise vraiment ces 2 années d'expérience. On les considère dès leur arrivée comme des collaborateurs juniors. Donc, ils font le séminaire d'intégration, ils suivent finalement les mêmes formations et ils peuvent suivre leur dossier, ponctuellement lorsqu'ils sont en entreprise. Donc, c'est vraiment une relation dans la continuité et sur laquelle on capitalise énormément aussi chez Mazars. Du coup, à lycée SBG, c'était en alternance que vous avez fait votre cursus? Alors, pour ma part, non, je l'ai fait en formation initiale. Maintenant, la proportion aujourd'hui, elle a complètement changé. Hein. Il y a beaucoup plus d'alternance, évidemment. Il y a beaucoup plus d'apprentissage. Et finalement, déjà, c'est ce que cherche le candidat, parce que bon, faut quand même financer une formation. Et de l'autre côté, c'est quand même très formateur, parce que on a l'occasion, évidemment, de lier la partie formation à la partie boulot. Donc, les deux idées se rejoignent. Et en fait, l'intérêt pour un cabinet, c'est de pouvoir embaucher de manière définitive son apprenti ou son alternant, et de se dire, voilà, j'ai capitalisé sur telle ou telle personne, et voilà, maintenant il est à 100% chez nous. Et en fait, c'est une logique qui est de plus en plus au cœur de nos métiers quand on démarre finalement dans la vie active, quoi. Donc oui, c'est une tendance qui est de plus en plus adoptée non pas par Grant Thornton et Mazars uniquement, mais par l'ensemble des cabinets d'audit aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors j'ai une autre question, encore une fois de Mathis. La mobilité nationale et internationale est-elle possible pour les collaborateurs au sein de Mazars et Grant Thornton? Est-ce que c'est possible? Alors, moi, je peux parler de mon expérience personnelle. J'ai eu la chance et l'opportunité de partir pour Mazars au Mexique. Donc, j'ai réalisé le programme MOVE. Donc, ce qu'on appelle le programme MOVE chez Mazars, c'est finalement partir pour une durée entre 4 et 6 mois à partir du grade senior, pour que finalement le collaborateur ait déjà une expérience de management et soit finalement à l'aise avec ses compétences d'audit. Et donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de 6 mois dans le bureau de San Luis Potosí au Mexique, avec 2 objectifs. Le premier, c'était vraiment d'essayer d'apporter quelque chose à un bureau qui était moins développé que celui de Paris à la Défense, puisque c'était un bureau de 6 personnes qui venait de se créer justement pour les besoins de nos clients. Mais c'était également de former sur place les collaborateurs aux exigences Mazars, aux exigences de l'audit. Donc c'était une expérience très enrichissante. Et finalement, beaucoup de collaborateurs ont cette opportunité-là. Donc, puisque finalement, on a 91 pays, donc je dirais que les opportunités sont multiples selon les volontés du collaborateur. Et c'est encouragé, puisque finalement, ça permet aux collaborateurs de s'ouvrir, d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, de retrouver également son quotidien d'audit dans un autre pays. Donc, voir finalement que ce n'est pas si différent, si ce n'est la culture du pays de destination. Donc voilà, c'est vraiment un double objectif, je dirais, en termes techniques et d'exigence pour Mazars, mais également pour le collaborateur, ça lui permet de s'épanouir. Et finalement, pour la mobilité interne, oui, c'est également envisagé et possible. Finalement, sur la pluralité de métiers qui sont proposés chez Mazars, on peut passer de l'audit au conseil, on peut passer de l'audit aux transaction services ou au forensic. C'est des métiers finalement qui sont pas si différents, qui sont complémentaires. Alors bien sûr, il va falloir accompagner avec de la formation, mais voilà, cette mobilité en interne, intra-métier, intra-bureau ou à l'étranger est possible, c'est une réalité et elle est encouragée. Merci Mélissa. Eh bien, chez Grant Thornton, on prône aussi cette mobilité à la fois internationale, puisque c'est vrai qu'on bénéficie d'un réseau
qui couvre plus de 140 pays avec de nombreux bureaux. En 9 ans, j'ai vu beaucoup de monde partir. Si, je les ai vus revenir après leurs 2 ans d'expatriation. Mais c'est quelque chose qu'on incite, on incite les collaborateurs s'ils ont une réelle envie de partir et de partager leurs projets pour qu'on puisse accompagner le collaborateur dans une mobilité à l'international. Il n'y a pas vraiment de critères particuliers, ça va dépendre aussi des besoins du bureau de destination. Donc, il n'y a pas vraiment de critères. Mais voilà, il faut exprimer ses besoins et ses envies pour qu'on puisse faire évoluer le projet le plus rapidement possible. Et puis en interne également, donc on a cette possibilité, et on le voit au quotidien, il y a beaucoup de mobilité, par exemple au Transaction Services, nombreux collaborateurs partent dans ce service, ou alors au Business Risk Service. Donc, c'est vraiment des choses qui se font de façon récurrente. Pareil, en fonction de la volonté du collaborateur d'évoluer vers tel ou tel métier. On a vraiment l'envie de garder tous ces talents-là et donc de les accompagner dans leur carrière, de construire avec eux leur carrière et de répondre à leurs besoins. Donc, on est facilitateur dans la mobilité et voilà, ça enrichit aussi les différents collaborateurs. Je vais dire un petit mot sur la partie mobilité. Effectivement, c'est encouragé par l'ensemble des cabinets d'audit qui étaient le sujet de ce live. Moi, j'ai vécu donc 5 ans à l'ICS et les anciens de mon école qui étaient à notre place aujourd'hui. Moi, j'étais dans l'association de la vie étudiante de mon école et on nous dit essayez de partir à l'étranger, tout ça. Donc, on organisait des week-ends à l'étranger au lieu de partir dans la campagne. On partait à l'étranger. On visitait une ville européenne et puis ça permettait aussi de rencontrer cet aspect international qu'on n'avait peut-être pas dans l'école ou dans la vie de tous les jours. Et finalement, moi je me disais à l'époque, ça peut changer effectivement, mais je voyais pas forcément l'intérêt. Et en fait, maintenant, avec la petite expérience que j'ai, je vois que ça prend tout son sens et que dès le début, il faut avoir cette appétence sur la partie internationale, en fait, complètement. Merci en tout cas pour ces retours. Alors j'ai une question intéressante, pas forcément simple d'ailleurs à répondre, mais d'Alexandre. Bonsoir Alexandre. Est-ce qu'à terme, compte tenu de la digitalisation des fonctions financières au sein des organisations, le métier d'auditeur financier risque-t-il de tendre vers le métier d'auditeur IT? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question? On en a un petit peu parlé avec Victor tout à l'heure. En fait, finalement, le métier d'auditeur financier ne va pas tendre vers l'auditeur IT. Finalement, ces deux métiers sont complémentaires et vont devenir finalement 2 en 1. C'est-à-dire qu'on aura un profil d'auditeur qui saura exploiter les systèmes d'information de l'entreprise, qui les comprendra aussi, que finalement, avec la technologie, de plus en plus de choses sont imbriquées. Donc, il faut avant tout les comprendre pour pouvoir les auditer à la fin. Donc, finalement, c'est pas la disparition de l'auditeur financier, c'est plus la transformation de l'auditeur financier en un auditeur financier et IT qui saura au mieux appréhender la technologie et qui pourra répondre finalement aux besoins de l'entreprise avec de plus en plus de technologies et de plus en plus d'applications et l'imbrication de tous ces systèmes-là. Et je peux rajouter juste un mot, c'est que dans les formations, alors moi je parle de mon cas, mais il y a évidemment dans les autres établissements, ça doit être le cas, mais je sais que dans les formations DCG, DSCG, ils ont intégré déjà en fait cet aspect IT pour déjà sensibiliser les étudiants et donc les futurs professionnels à cette dimension qui prend une part finalement intégrante dans le métier. Alors, on ne passe pas d'un auditeur financier à un auditeur IT, c'est ça, parce que la finalité finalement, c'est quoi? C'est de dire, les états financiers sont OK, sont fidèles. Maintenant, on est obligé de passer par l'IT, mais ça ne veut pas dire qu'on est soit financier, soit IT. L'idée, c'est de, comme disait Mélissa, c'est de tendre vers une double compétence pour devenir un petit peu les deux, quoi.
Oui, et ce que je pourrais rajouter, c'est vrai qu'évidemment, on tend vers une digitalisation, beaucoup d'automatisation. Néanmoins, il ne faut pas perdre à l'esprit qu'on reste dans un métier de jugement et l'auditeur financier reste néanmoins indispensable pour se prononcer sur certains aspects, sur les estimations comptables, sans rentrer dans les détails. Mais évidemment, on doit tendre et puis évoluer vers l'automatisation, la digitalisation. Mais néanmoins, il y a certaines choses qui ne s'automatisent pas et qui nécessitent aussi d'autres compétences. Merci. Ouais, Mélissa. Oui, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Cécile, c'est qu'il faut se méfier aussi de la technologie. On a très vite, on a souvent vu les défaillances ou les limites d'une technologie qui est trop envahissante. Ah, un petit problème de son. De quel côté? C'est de mon côté ou... Je ne sais pas. Là, ça va mieux. Ah. Du coup, on voit souvent les limites de la technologie. Et c'est vrai que voilà, finalement, l'esprit critique et l'humain derrière la machine va permettre de déceler toutes les peut-être des anomalies ou des choses comme ça qui n'auraient pas été vues par une machine. Et donc du coup, l'humain donc l'auditeur derrière la machine reste indispensable pour le métier. Nouvelle question de Boris. Quelles sont les responsabilités confiées à un étudiant en stage de fin d'études, donc de 6 mois, en audit dans un grand cabinet? Qui a envie de répondre à cette question en premier lieu? En fait, moi, je dirais que les responsabilités confiées à un stagiaire sont les mêmes responsabilités confiées à un auditeur junior. Finalement, en fait, les formations pour les accueillir vont être les mêmes. Donc, c'est c'est plus de 20 jours de formation lorsqu'un stagiaire ou un junior arrive chez Mazars. Donc, séminaire plus session de formation. Et finalement, on va attendre d'un stagiaire d'être finalement aussi investi qu'un auditeur financier junior qui viendrait dans l'entreprise. Alors certes, sur une période plus réduite, mais finalement, le scope de ces travaux sera la même. Alors bien sûr, pas de crainte à accompagner. Ah, on a de nouveau un problème de son. Oui, je sais pas. Je sais pas si c'est... peut-être le cas. Ça va mieux. Je sais pas. Je sais pas si c'est moi d'ailleurs. Peut-être, voilà, en fait, finalement, pas de crainte, le collaborateur stagiaire. Encore une fois. Victor, c'est pas votre casque, non? Je pense pas. Non, c'est bon, moi. Je crois. Ok. Du coup, donc voilà, le collaborateur stagiaire sera accompagné au même titre qu'un junior, donc avec un management de proximité de son équipe, avec des formations techniques. Voilà, donc il y aura tout un accompagnement. Pour autant, il aura autant de responsabilités et voilà, il aura son périmètre d'action. Et c'est ça aussi que l'on promeut dans un cabinet d'audit, c'est que l'expérience du stage doit être formatrice, doit lui permettre de voir énormément de choses. Et finalement, au bout de 6 mois, le collaborateur aura vu déjà plein d'exemples d'entreprises grâce à la non-sectorisation et sera formé comme un auditeur junior l'aurait été. C'est important d'avoir ça en tête. L'idée, c'est de les conserver ensuite en CDI, je suppose. Parce que exactement, c'est comme l'apprentissage. 20 jours de formation sur 6 mois, c'est quand même beaucoup. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est essentiel puisque finalement, on accueille des... Ah, cette fois-ci, on a perdu Mélissa. Des étudiants qui n'ont jamais finalement vu l'audit. Vous m'entendez? Là, c'est bon, ouais. Ah, parfait. En fait, on accueille des collaborateurs qui n'ont pas forcément vu ce que c'était l'audit, alors qui ont peut-être été sensibilisés pendant leur cursus, mais c'est essentiel de les former sur les fondements. En plus, on parlait des profils différents qu'on accueille, donc ça peut être des ingénieurs, des diplômés d'université ou d'école de commerce, donc des profils très différents. Et donc, du coup, il va être essentiel de leur apprendre le b.a.-ba de l'audit et de repartir sur des bonnes bases pour que chacun ait finalement le package minimum pour être disponible et qu'ils puissent les appliquer finalement dans leur mission. Mais en fait, ça rejoint un petit peu le parallèle avec l'apprentissage.
le concept, enfin la forme est un petit peu différente, le concept reste le même. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est d'intégrer un collaborateur et en fait de le faire évoluer après. C'est dans tout l'intérêt du cabinet de fonctionner comme ça. Après, évidemment, il y a les diverses formes. Il y a l'apprentissage, l'alternance, le stage de fin d'études. Il y a la première année de junior, si on n'a pas fait de stage de fin d'études ou notre école. Les formats sont différents, mais l'idée reste quand même la même. Faut être un petit peu rassuré là-dessus. C'est que c'est pas une volonté de dire bon bah voilà, on fait un stage et puis hop après c'est fini. Non, c'est vraiment de capitaliser en fait sur le collaborateur et de le faire monter en compétences au fur et à mesure de l'appréhension de ses compétences. Et ça met, encore une fois, je parlais de gagnant-gagnant tout à l'heure, ça met en confiance le collaborateur. L'expérience, elle est gagnée pour le cabinet, donc c'est quand même un point qui est relativement rassurant à la fois pour le cabinet et pour le collaborateur. C'est vrai que c'est toujours notre objectif de garder les stagiaires qui poursuivent vers le CDI. La formation des stagiaires et des jeunes, ça reste un investissement et la meilleure récompense qu'on peut avoir, c'est qu'ils restent et qui poursuivent l'aventure. Donc, c'est l'objectif dès le départ de garder les collaborateurs motivés et qui donnent pleinement satisfaction. Donc, non, c'est toujours l'objectif de garder les collaborateurs. Et pour aussi répondre à la question, je pense que la palette des travaux confiés est importante et ce qu'il faut retenir, je pense que c'est que le stagiaire, il est pleinement investi dans la mission, il fait partie vraiment d'une équipe et il aura il sera intégré au sein d'une équipe qui l'encadrera, qui partagera aussi beaucoup d'expérience et donc vraiment, il fait vraiment partie prenante de l'équipe d'audit. Ça, il y a vraiment aucun doute là-dessus. Merci beaucoup. On va avoir une question de Rabab. Quelles sont les spécificités de Grant Thornton et de Mazars par rapport au Big Four? Qu'est-ce qui les distingue? Merci beaucoup. Alors, beaucoup de choses. Non, mais ce que je dirais, c'est que Mazars, comme Grant Thornton d'ailleurs, on est souvent considéré comme challenger des Big Four. Et ça a beaucoup de points positifs. Déjà, c'est parce que du coup, on repose pas sur nos acquis et on va essayer de se réinventer et de se rapprocher à la fois de ce qu'on attend de nous en termes d'exigences normatives, mais également d'essayer de grossir. On a une palette de possibilités, donc on va croître et on va vraiment encourager les collaborateurs à faire partie de cette croissance. Donc on va vraiment les impliquer. Alors ça peut être en interne sur certains projets de développement. Par exemple, quand on parlait de l'audit augmenté et de l'audit de demain, on va essayer de des collaborateurs en interne qui seraient intéressés pour travailler sur ces sujets-là et de développer développer des outils, de développer des compétences en plus chez Mazars pour les proposer ensuite à nos clients. Donc, finalement, ça permet vraiment d'impliquer le collaborateur au sein du bureau. Donc voilà, je trouve que cette position de challenger finalement est plutôt, enfin moi je la vois plutôt positivement. En termes de différence, on a parlé également de la non-sectorisation. Ça, c'est également une différence que l'on ne retrouve pas forcément chez les Big Four, qui est également un point positif puisque ça va vous permettre de voir énormément de choses. Alors, en stage d'abord ou en CDI ensuite, et de voir un panel de clients, aussi bien privés que publics, aussi bien petites entreprises que structures du CAC 40. Et donc, du coup, de vous enrichir et d'apprendre énormément. Je dirais que ça, c'est les principales différences que je vois, en tout cas, avec l'audit dans un Big Four. Et chez Grant Thornton, du coup, Cécile, peut-être? Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de cette position de challenger, mais on n'a pas du tout à rougir de notre position parce qu'on se donne les moyens depuis de nombreuses années, tant on se donne les moyens humains, donc via des recrutements pour progresser, pour croître. Donc oui, on est dans cette position de challenger, mais voilà, on a des moyens qui sont aussi maintenant très similaires à ceux des Big. Néanmoins, c'est vrai qu'on se caractérise sur certains aspects. On le disait un petit peu tout à l'heure, mais la proximité, je pense que c'est un point assez important dans le cabinet.
Et on le voit au quotidien. L'esprit d'équipe, la convivialité, c'est vraiment des choses aussi qui, voilà, en tous les cas, c'est des choses qui ressortent très nettement au sein de Grant Thornton. La vie d'auditeur, c'est une vie, voilà, il y a tout un aspect aussi de camaraderie, d'effet de promotion. Et c'est vrai que la taille aussi de Grant Thornton aussi facilite aussi ce genre de créer ce genre d'émulation. Voilà, vraiment, on a les moyens. Chez Grant Thornton, on a les moyens similaires au Big, mais voilà, il y a des aspects plus de proximité, de convivialité, d'agilité qui sont vraiment qui nous caractérisent. Très bien, et on va terminer par une dernière question qui va clore ce live. Je pense qu'il va où Victor va pouvoir donner son point de vue. Est-ce qu'il vous arrive-t-il d'accueillir des stages ou alternances des étudiants de votre ancienne école? Voilà, donc là on parle effectivement du réseau aussi des anciens. Oui, c'est clairement le cas. Moi j'ai eu le cas avec quelqu'un qui est rentré dans ce cadre-là l'année dernière. Et j'ai été ravi de l'accueillir et je peux en être témoin parce que même moi, pour vous dire et pour le dire à tout le monde qui nous suit dans ce live, c'est que moi-même j'ai été recruté par un ancien de mon école, enfin la personne qui m'a dit bon bah voilà, Victor, t'es embauché. Bah voilà, c'était quelqu'un de mon école, donc forcément ce lien étudiant professionnel. Moi, je suis convaincu, c'est pour ça que je suis là ce soir aussi, c'est que je suis convaincu, en tout cas à l'ICS, que ce lien, il est indispensable et nécessaire pour aider tout le monde, pour aider les étudiants. Et moi, j'ai été dans votre cas, hein, même Cécile et Mélissa ont été pareils que moi, hein, on est tous passés par là. Donc, je suis convaincu que ce lien-là doit perdurer. Et oui, après, forcément, en termes de... Alors, la deuxième partie de la question, c'était la partie accueil privilégié. Oui, tout à fait. Oui. On crée des affinités quasi automatiques, forcément. Maintenant, accueil privilégié, chez nous, on accueille tout le monde de la même manière. Après, forcément, c'est question d'affinité. Si on vient de la même école, forcément, l'intégration est peut-être un peu plus rapide, mais c'est pas une différence qui est faite là-dessus. Mais en tout cas, oui, ça arrive de manière récurrente. Même chose chez Mazars. Pour ma part, j'ai fait Neoma Business School. Et donc, du coup, on a beaucoup de collaborateurs chez Mazars de cette école-là. Et je suis d'ailleurs référente au sein de Mazars du réseau en lien avec le réseau Neoma Alumni qui est très actif sur les réseaux et assez important en termes de nombre d'alumni. Et donc, du coup, voilà, le réseau, finalement, va permettre d'accueillir des nouveaux collaborateurs, de créer une communauté en interne chez Mazars, mais également de participer à des événements avec Neoma Alumni pour justement, voilà, recréer et solidifier cette communauté chez Mazars ou en externe dans d'autres entreprises. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est la force du réseau et ça vous permet d'avoir à la fois le réseau Mazars et également le réseau de votre école. Donc voilà, chez Mazars, finalement, on va trouver plein de réseaux et plein de communautés différentes en fonction des profils des candidats. Et c'est ça qui rend aussi la population plus riche. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Donc, on arrive au terme de ce live-là. Donc, c'était très enrichissant. Voilà, donc pas mal de questions. Donc, on a répondu à la majorité, en tout cas. Donc, félicitations. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de fin, peut-être? Ça ou Cécile. Peut-être qu'on pourrait dire, finir sur une touche positive, que malgré ce contexte, les cabinets d'audit continuent évidemment à accueillir de nouveaux collaborateurs. Je pense que ça reste important de le dire. On a une campagne qui a fait venir et a entré 600 collaborateurs cette année dans un contexte que l'on connaît. Donc, non, c'est la petite note positive. On continue évidemment à recruter de nouveaux collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à postuler au sein du cabinet. Et je dirais aussi que les questions que vous vous posez et que vous nous avez posées pendant ce live, elles sont essentielles. Que finalement, vous êtes vraiment à un moment charnière, soit en recherche de stage, en recherche de votre premier CDI. Et donc, du coup, voilà, se poser des questions sur finalement, qu'est-ce que l'audit, quelles sont les valeurs des cabinets, qu'est-ce qui les différencie.
C'est essentiel pour savoir l'environnement dans lequel vous allez pouvoir évoluer ensuite. Donc, merci d'avoir participé à ce live. Et bien sûr, que ce soit Victor, Cécile ou moi-même, on se tiendra à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et puis, pour vous accueillir dans nos cabinets respectifs, bien évidemment. Ouais, je remercie également Sébastien qui m'a permis de faire ce live, Cécile et Mélissa, mais également toutes ces personnes qui nous ont posé ces questions. Parce qu'encore une fois, nous, on s'est posé les mêmes questions au même moment de notre vie. Donc, moi, ça me fait plaisir de pouvoir échanger peut-être 5 ans, 10 ans plus tard. Et du coup, ça rend la chose complètement utile. Et en tant qu'ancien de l'ICSBG, moi, je suis ravi de pouvoir répondre à des étudiants et des futurs professionnels qui vont, j'espère, avec plaisir, entamer leur carrière dans un cabinet d'audit. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir d'animer ce live avec vous. Je rappelle que ce live, il sera disponible en replay dès la fin de ce live. N'hésitez pas à le partager. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment, donc les entreprises qui étaient présentes ce soir, Grant Thornton, Mazars, c'est également le cas de l'école représentée par Victor, donc à savoir l'ICSBG, sont présentes sur Doc Finance, elles ont une page, donc vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'elles proposent, que ce soit en termes de finalement de recrutement ou de formation pour l'ICSBG. Vous pourrez retrouver tout ça sur Doc Finance. Je vous rappelle également qu'il y a 2 articles qui ont été rédigés de fond avec des interviews de beaucoup d'entreprises et d'écoles qui ont été rédigées du coup sur Doc Finance, qui sont disponibles sur le site. Donc je vous encourage évidemment à y aller. Voilà, donc on se retrouvera pour ma part donc en novembre, pardon. Alors ça sera sur le sujet des directions financières. Voilà, donc ce sera un peu différent, mais finalement complémentaire à ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Quant à voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas donc encore une fois à partager ce live et surtout à liker la page Facebook de Doc Finance pour être au courant des prochains lives. Voilà, et puis ça nous fera plaisir et ça nous motivera encore plus pour vous proposer des belles choses. Merci beaucoup encore une fois. Très bonne soirée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.